C'est les femmes de la tribu ont décidé de me montrer comment elles obtiennent la nourriture. Dans la jungle, il n'y a pas de supermarché. Les jeunes filles sont déjà prêtes. Où est-ce que nous allons, demoiselles? Maintenant, nous irons dans l'endroit où pousse le yucca. Nous allons la ramasser. Le yucca est le tubercule comestible qui ressemble à notre pomme de terre. C'est le produit pratiquement essentiel pour plus de 500 millions de personnes dans le monde entier. Voici ta hache. C'est pour moi, n'est-ce pas? Il ne faut pas la tenir comme ça. Tourne-la autrement. Ça va, je ne vais pas me couper. C'est comme ça? Il est temps de faire connaissance. Que sont vos noms? Wanima. Coupe. Veika. Gemenka. Et ce petit? Kimuka. Vous venez avec nous ou non? Et moi, demoiselle, je m'appelle Anva. Anva, tu dois être fort et bien travailler. D'habitude, c'est seulement les femmes de Vaorani qui ramassent le yucca. Mais pour savoir où les habitants de Bameno prennent la nourriture, j'ai demandé de me prendre au supermarché dans la forêt. Prêtez attention aux habits des jeunes filles, shorts et slips. Quelques-unes mettent des colliers traditionnels sur la taille. On est nombreux maintenant. Voilà les filles leaders. Il y a aussi plein d'enfants là-bas. Salut à tous! Tu as reçu le nom d'Anva, mais Anva ne met pas de bottes. Il doit marcher les pieds nus, comme nous. Attendez un peu, donnez-lui un peu de temps, une chose à la fois. Chaque famille de Vaorani a un tout petit potager dans la jungle. Nous accostons dans 2 minutes. Puis-je vous aider, demoiselle? On a l'habitude d'aider les jeunes filles à descendre. Tu me donnes la main? Saute. Très bien. Comme je suis l'unique homme dans cette compagnie, je tâcherai de faire de mon mieux. Actuellement, la plupart des touristes européens auraient dit que c'est la jungle sauvage, l'extrême, les aventures. Mais pour les autochtones, c'est une promenade au potager. Regardez ces filles courageuses, Vaorani. Elles sont très agiles avec leurs machettes. Vous plantez le yucca ou il pousse d'elle-même? Nous l'avons planté il y a presque 1 an. Le champ de yucca normal est comme ça. Mais chez les Vaorani, tout est différent. Au cours de l'année, le yucca se perd parmi d'autres plantes. Donc avant de la récolter, on doit la retrouver. Regardez cette machette de bois faite à la main. Elle fonctionne très bien. Un bout de bois aiguisé qui coupe les feuilles d'un coup. Elle travaille. Auparavant, on n'utilisait que des machettes de bois, difficiles à manipuler et pas suffisamment aiguisées. Elles exigent beaucoup d'efforts. Les machettes contemporaines que tu as apportées sont meilleures. Je vais comparer. Hop là, d'un seul coup, celui-là est meilleur. Pourquoi de 30 personnes venues, il n'y a que 2 ou 3 qui récoltent? On vient toujours d'une compagnie nombreuse, en cause d'animaux sauvages. Ils n'attaquent pas de grands groupes. Si on fait beaucoup de bruit, ils s'en vont. Donc les sentiers, c'est faire le plus de bruit. Dans ces forêts, il y a des jaguars, des anacondes et des sangliers. Il vaut mieux de ne pas faire du bruit. Regarde, c'est un yucca. En voilà un yucca. Vous trouvez un arbre pareil et devez déterrer sa racine. Il est facile de le trouver. Il a beaucoup d'épines émoussées à une grande distance l'une de l'autre. C'est marrant. Franchement, j'ai mangé le yucca dans de différents pays du monde, mais je ne l'ai jamais ramassé. Voilà le yucca, mes amis. La célèbre pomme de terre de l'Amérique du Sud. Super. Je la ramasse pour la première fois. Maintenant, je dois l'extirper. Il faut couper cet arbre. C'est pourquoi on m'a pris ici. Dire que j'ai voulu d'aller avec les jeunes beautés ramasser les pommes de terre. D'habitude, nous faisons cela nous-mêmes, sans hommes. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi faire. Oh mon Dieu! Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas regarder une jeune fille faire ça. Vous êtes plus petite que ces tâches. Ouais. Maintenant, je suis en vrai en vin.
En bas, en bas. Pas comme ça. En bas sonne comme Dieu. En bas, en bas. Maintenant, tu as un vrai en bas. Arrêtez, je plaisante. Remettons-nous au travail. Oh, des verres. Vous les mangez? Oui, on ne peut pas le manger. Moi, si. Jette-le. D'autres tribus mangent des vers. J'ai vu. Travaille plus vite. Si on bavarde sans cesse, on ne terminera pas avant le coucher du soleil. Waouh, quelle racine. C'est un grand yucca, réellement long. Tire-la, tire. Et si on goûte du yucca, les amis? Qui a commandé les frites? Demain, ce grand yucca sera cuit avec le singe. Et de celui-là, on va préparer une chicha aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas le petit singe qui court tout autour. Non, c'est Gata, notre chouchou. On ne peut pas la manger. Demain, vous irez à la chasse avec les hommes et trouverez une autre. Blague à côté, les amis. On mange des singes ici. C'est un plat traditionnel chez de plusieurs tribus. Nous l'avons vu ça au Brésil. Cette tradition peut exister aussi. Après avoir beaucoup travaillé et s'être fatigué, il faut manger un peu de yucca. Comme notre pomme de terre, le yucca est riche en bidon. Ce sont des glucides qui aident à recharger l'énergie très vite. Malgré la terre que j'ai dû manger, c'est un tubercule poreux-azime assez agréable pour manger. On peut comparer sa texture avec les noix mous. Surtout si dans votre enfance, vous avez ramassé des noix vertes et vos doigts devenaient foncés. C'est un peu ce goût. C'est marrant. Le potager amazonien est une place fantastique où la mauvaise herbe peut se révéler en régal. Leurs enfants grignotent la canne de sucre. Puis je la goûté. C'est facile à manger. On enlève la peau et on a une sorte de bonbon au-dedans. C'est une possibilité magnifique d'attiser la soif dans la jungle sauvage. Le dessert en plus. Je ne peux pas manger comme toi. Je n'ai pas de dents. Je vais enlever la peau pour vous. En voilà. En voilà. Encore une manière de le presser pour extorquer du jus. Délicieux. Après un court repos, les femmes se mettent à un rituel inhabituel, obligatoire pendant chaque ramassage de yucca. Elles crachent sur les mains des fillettes et y ajoutent le bout enlevé des tubercules. C'est symbolique. On suppose que quand la fillette grandira, la récolte sera aussi riche qu'aujourd'hui. Les garçons n'y sont pour rien. Les femmes travaillent très vite. Tandis que les unes s'occupent du bout, les autres fabriquent des paniers de feuilles de palmier. Est-ce possible de prendre tout cela sur les épaules et marcher? C'est possible? Il vaut mieux couper la tige. À quoi bon trimballer le reste? On met ça dans le panier. Tout est de matériaux de fortune. À quoi sert la liane? Nous l'utilisons pour porter le panier sur la tête. Eh bien, ça va tenir. C'est assez lourd. À peu près 20 kilos. Un coup d'œil, mes amis. Voici notre récolte. Quelques paniers de yucca. Ce qui est resté, les femmes vont porter d'une manière curieuse. Mesdames et messieurs, un nouveau sac élégant de la tribu des Waorani. Dolce & Gabbana local. Très beau. C'est à peu près 35 kilos. Pas possible de lever. Vous voulez le porter? Si tu veux, porte-le. D'accord, je vais le porter. Vous portez mon panier, je prends le vôtre. Oh là là! Je dois vous dire que ce n'est pas amusant. Un sac à dos de 30 kilos est une chose. Et sur la tête, c'est complètement différent. Vous êtes les héroïnes, jeune fille. Portez un tel poids. Tu travailles très bien aussi. Vraiment, allez. C'est pas le travail pour les femmes, à mon avis. Les femmes de la tribu Waorani sont petites et fragiles. Pas possible d'imaginer comment elles portent un tel poids. Regardez cette petite devant moi. Elle porte au moins 20 kilos, plus un enfant sous la main. Elle marche sans effort. Ce qui nous semble inhabituel, pour nous, est une tâche quotidienne pour les Waorani, comme pour les autres peuples. Fais comme moi. Comme ça.
Après avoir porté quelque chose de lourd, les vertèbres du cou exigent une relaxation. Notre groupe amical des Waorani revient chez soi pour travailler avec le yuca. Une partie sera utilisée pour le plat le plus populaire dans cette région, la chicha. L'autre pour être préparé d'autres manières. On le fait bouillir, braiser, on le prépare à vapeur, mange avec la viande, etc. Il y a plein de recettes. Bonjour, chef. Pose le panier là-bas. Excusez-moi. Pourquoi vous donnez un travail si difficile aux femmes? Ce travail est considéré comme féminin. Elles plantent et récoltent le yuca. Les hommes font le feu et attendent. On voit l'ancien du village est assis. Quand l'eau bouillit, il dit « Donnez les pommes de terre ici ». C'est un travail d'homme. Demoiselle, merci pour cette promenade. Je l'ai beaucoup aimée. Je m'en souviendrai. Vous êtes vraiment des héroïnes. Je veux vous serrer la main. Vous êtes très forte. Merci. On passe à la préparation du plat principal de Waorani, la chicha. On verra après ce que c'est. Mais la manière de la préparer est réellement très bizarre. Durant 10 ans d'expédition dans le monde entier, où j'avais mangé toutes sortes de trucs dégoûtants, je n'avais rien vu de tel. Je n'ai jamais imaginé que cela puisse exister. Pour commencer, on épluche le yuca. Les femmes ont pris les couteaux contemporains et pour me compliquer la vie, on m'a donné une machette de bois traditionnelle. La pratique fait la perfection. Pourquoi chez vous c'est beau et chez moi rien de pareil? Laissez-moi voir. Pourquoi je n'arrive pas à faire de cette façon? Où est le secret? Au lieu d'enlever la peau, tu frappes le yuca. Montrez-moi comment faire. Il faut peler comme ça. La couche supérieure doit être enlevée comme ça. C'est très lisse. C'est idéal. Peut-être tu vas le laver et jeter dans la casserole? J'ai compris votre allusion. J'épluche très mal. On ne peut pas me confier ce travail. Ce que j'aime le plus, c'est cette situation. Nous travaillons et le chef reste couché. Ça va? Vous ne voulez pas nous aider? Je me repose. D'accord, reposez-vous, sans problème. Cette tribu a le strict partage d'obligations d'hommes et de femmes. Pourquoi tu n'as pas amené des femmes avec toi? La fois prochaine, il vaut mieux prendre des femmes. Pourquoi des femmes? Je n'ai qu'une femme. Tu amènes aussi ta sœur. D'accord, la fois prochaine, je viens avec ma femme, ma sœur et ma mère. Et quant à ma belle-mère, obligatoirement. Bref, j'amène tout le monde en Équateur pour préparer les pommes de terre. Est-ce que je peux te toucher? Ta femme ne sera pas en colère. Vous pouvez me toucher, bien sûr. Ma femme n'est pas jalouse. Dans notre culture, il n'y a pas de problème quant au contact avec les gens mariés. On peut parler, rire, plaisanter. Si tu veux, on peut te chanter la chanson de Anva. Très bien, vas-y. La chanson de Anva. Je vais répéter après vous. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette chanson? C'est une chanson de Anva. Les hommes la chantent quand les femmes travaillent. Pourquoi tu portes une bague? Elle signifie que je suis marié. Ma femme aussi a une bague. Nous les avons échangées lors de notre mariage. Vous ne connaissez pas cette tradition? Elle est d'or. Peux-tu me l'offrir? Non, ce n'est pas possible. Je ne pourrai pas revenir chez moi après cela. Dans notre famille, c'est la chose la plus précieuse, le symbole de notre union. Si tu as une bague, tu as une femme. La bague unit l'homme et la femme. Regarde notre opérateur. Sacha en a aussi une. Au même doigt. Je veux une telle bague pour moi-même. Vous pouvez en avoir, bien sûr, mais celle-là est plus qu'une bague. C'est un symbole. Le symbole d'amour et de famille. Qu'est-ce que votre mari vous a offert le jour de votre mariage? Il ne m'a rien offert. Rien du tout. On a préparé la chicha et fait un festin, c'est tout. Chez nous, la bague est donnée une fois pour toute la vie.
Vous mangez la chicha chaque jour. On dirait vous faites le festin chaque jour. Si vous deviez choisir entre la bague une fois dans la vie ou la chicha chaque jour, qu'allez-vous choisir? Pour être franche, j'ai peur que la bague ne soit coincée quelque part pendant le travail et que je perde mon doigt. Ou quelque animal peut la saisir. Comment vous fêtez le mariage? Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre mariage? Quand la mère décide que sa fille est prête pour le mariage, elle commence à chercher un mari pour elle. Il doit être un bon chasseur, fort et chanceux. C'est la mère qui choisit son gendre. Donc personne ne vous demande rien. La mère amène le jeune homme et dit « c'est ton mari ». Oui. Sans amour, tout par la décision des parents. Je ne sais pas comment font les autres. Mes parents avaient décidé que cela serait le mieux pour moi. Et comment c'était avec vous? C'était la décision de mes parents et de mon frère. Et pour vous, belle ou sourire, c'est papa et maman qui m'ont choisi le mari. De toute façon, la décision est aux parents. Je vois la jeune fille qui récoltait le yucca avec nous. Elle porte des habits de nos jours. Je voudrais vous demander comment ça a passé dans votre famille. Nous tous, nous sommes une grande famille. Ce sont ma cousine et ma tante. Le temps venu, nous nous sommes réunis et avons décidé qui peut devenir un bon mari pour moi. C'est intéressant, ça. Le choix de future épouse est fait ou par la communauté ou par les amis et la famille. À propos, vous avez évoqué un sujet intéressant. Vous êtes très proches entre vous. Vous essayez de trouver l'époux dans votre tribu ou en dehors de la communauté. Auparavant, on ne s'est marié que dans la communauté. De nos jours, il n'y a plus de possibilités. On a le transport et on peut choisir son époux ou son épouse dans les autres localités. Quelle variante choisissez-vous? Vous savez que les mariages entre parents ne sont pas bons pour la progéniture. Par tradition, les mariages doivent être faits dans le clan. Il serait mieux si mon enfant soit marié avec l'enfant de mon frère. Une petite remarque. Lors de notre rencontre précédente, vous avez menti. Vous m'avez dit que vous cherchez une femme. Je ne suis pas marié. Pourquoi tu n'as pas amené ta sœur pour moi? Je vois que vous caressez tendrement la jambe de cette jeune fille. Il paraît que vous ne cherchez plus personne. C'est ma nièce. Votre nièce, d'accord. Cela veut dire que dans la tribu existent ces formes de tendresse. Et la caresse de sa jambe n'est qu'une démonstration de tendresse, d'amour et de respect envers une parente. Ce n'est que le massage. C'est agréable pour nous deux. Je m'adresse à tous. Trouvez-lui une femme. Sinon, je le ferai moi-même. Bon, on a plaisanté, épluché les pommes de terre et on attend qu'elles soient prêtes. L'eau bouillit déjà. On peut voir le feu remplacer le couvercle. Quand les pommes de terre seraient cuites, vous verrez le plus grand secret de préparation du plus important plat de tous les Waorani. Dans 40 minutes, le yucca est prêt. On goûte le yucca cuit. Elle rappelle les pommes de terre. À propos, il est très bon. J'aimerais le manger comme ça. Le yucca est non seulement délicieux, mais aussi très utile pour la santé. Il est plein de vitamines et d'antioxydants. Mais pour les Waorani, il n'est pas suffisant de le cuire. Ce n'est que semi-fini pour un plat tout à fait inhabituel qu'on ne peut goûter qu'ici. La chicha est une friandise traditionnelle des Waorani. Le top plat repas de chaque jour. Quelque chose comme le borscht des Indiens d'Équateur. C'est le repas et le boisson en même temps, leur fierté culinaire. On la prépare pour les jours de travail et le week-end. Les hommes l'amènent obligatoirement quand ils vont à la chasse. Et pendant le festin, ce produit est pour tous les autres. Qu'est-ce que vous venez de faire? Pourquoi vous avez craché dans la casserole commune? Il faut mâcher le yucca pour qu'elle devienne sucrée. Oui, vous avez bien entendu. Tout le monde mâche le yucca, mais ne l'avale pas. On la crache dans la casserole. C'est le plus grand secret de la préparation de la chicha. Le plat est considéré prêt après que tous les morceaux sont bien mâchés, crachés et le tout mis à côté pour fermenter. Si on laisse la chicha pour quelques jours, on va avoir un boisson faiblement alcoolisé. La version sans alcool sera prête le lendemain. Mon Dieu, que c'est dégueulasse! Mâche bien avant de cracher pour que le yucca soit mou. Il faut le bien mâcher pour faire mou. Demain, ce serait quelque chose de délicieux. Pourquoi on a inventé une telle méthode? Pourquoi il faut mâcher et cracher?
Si on ne mâche pas le yucca, la chicha sera sèche et sans goût. Notre salive contient un enzyme spécial, l'amylase, qui transforme tous les produits d'amidon en glucose ou tout simplement le sucre, lui donne du goût et démarre le processus de fermentation. Chez nous, pour souligner que quelqu'un est paresseux, on dit « peut-être je dois mâcher ton repas ». Mais chez Waorani, cette expression a une toute autre signification. Regardez, mes amis, chez nous, on utilise des masques, des désinfectants, la distance sociale. Ici, on crache tout bonnement dans une casserole et puis mange ce plat tous ensemble. D'un côté, ce processus antisanitaire de la préparation est un chemin idéal pour diffuser les maladies. De notre côté, les gens qui, durant des siècles, crachent dans la même casserole pour manger ensemble ont déjà le même groupe de bactéries. C'est comme ça que se forme une immunité collective chez Waorani. Ils mêlent ce qui est mâché à ce qui n'est pas mâché. Alors, prenant ce produit dans la bouche, tu ne connais pas si c'est mâché ou non. J'espère que vous n'êtes pas à table à ce moment. Moi, je devrais le manger. On laisse cela pour toute la nuit et demain, on aura une chicha savoureuse. Toi, tu dois bien dormir. Demain, tu iras à la chasse avec les hommes. Si tu es chanceux, tu nous apportes un singe. Oui, je vois la chasse dans la matinée. Merci pour cette journée. Et cette information choquante, demoiselle. Merci infiniment. Merci à toi. Bonne nuit à tous. Les conditions d'hébergement ont surpassé toutes les attentes. Ils ont une grande maison pour les visiteurs où ils ont mis des tentes. Voici ma chambre chez Waorani. C'est pour la première fois que j'ai un tel confort dans une expédition chez des tribus. Super. Une chambre sous le toit, on aurait dit un penthouse. D'habitude, l'expédition chez un tribu, c'est de longues marches à travers la jungle vierge et des nuits sans aucune commodité à côté de maîtres de la terre nus ou demi-nus. Les gens de la tribu s'étonnent du fait même d'apparition de noms blancs. Ils veulent le dévisager, toucher. Ils ont peur de nous. S'étonnent de voir des gadgets modernes car ils utilisent des utiles primitifs. En zone, ils savent très peu de la civilisation et du confort. Je ne sais pas ce que c'est la voiture, ni ce que se trouve derrière cette forêt. Les Waorani, qu'il n'y a plus que la moitié d'un siècle, ont cessé d'être sauvages, vont nous étonner plusieurs fois. Je sors de l'hôtel pour jeter un coup d'œil tout autour. Aujourd'hui, nous avons eu un lever de soleil incroyablement beau. C'est très confortable de se réveiller et, contrairement à son expérience de ce jour dans les villages de tribus, prendre la douche pour se rafraîchir et normalement se servir de toilette. Voici l'eau qui coule. Aujourd'hui, nous n'allons pas discuter, comme d'habitude chez des tribus, des conditions de survie des peuples sauvages dans les forêts de l'Amazonie. Nous allons réfléchir sur l'utilité de la civilisation, ce qui s'améliore et ce qui s'empire quand elle arrive. Bameno est une large communauté de Waorani encerclée de tous les côtés de la jungle et ayant un accès à la rivière. Le village a presque 150 habitants. La ville la plus proche se trouve à plus de 100 km à travers une jungle réellement sauvage. C'est surtout les conditions de vie dans un endroit si loin de la civilisation qui nous étonnent le plus. Regardez, ce sentier bétonné, solide et durable sous mes pieds. Il est fait pour ne pas marcher sur l'argile glissante pendant la pluie. Personnellement, je vois ça pour la première fois, bien que j'avais visité beaucoup de tribus. Il y a de plus en plus de maisons modernes. Les gens veulent suivre le temps, donc on peut les appeler les Indiens modernes. Ici, il y a une école et une maison d'hôtes pour les explorateurs, les médecins et d'autres. Mais ce n'est pas tout. J'ai noté que près de chaque maison, il y a un robinet avec un compteur d'eau. Alors, vous devez payer pour l'utilisation de l'eau. À 2 km d'ici, le gouvernement a installé une station solaire pour l'approvisionnement d'eau. On ne paye rien pour l'eau. Les compteurs sont plutôt pour que nous sachions la quantité d'eau utilisée.
Cette eau est potable ou il faut la filtrer? C'est l'eau de la rivière, potable pour nous. Il vaut mieux la filtrer pour les visiteurs. Votre tribu impressionne beaucoup. Pouvez-vous montrer d'autres commodités? Je vois un panneau solaire là-bas. C'est pour alimenter la radio. Il y en a beaucoup. Les panneaux solaires, c'est la solution la plus simple d'avoir de l'énergie dans la jungle. On les expose sur un espace ouvert et on a de la lumière. C'est grâce aux panneaux solaires qu'à Bameno, il y a tant de choses inimaginables dans un endroit si sauvage. Regardez, un routeur Wi-Fi. Ils ont l'Internet. Une petite remarque. Il y a une centaine de kilomètres de jungle vierge tout autour. La connexion mobile est absente. Mais on a l'Internet. Ce sont les miracles de la civilisation. Regardez, il y a 2 réseaux Wi-Fi. Super. C'est tout ce qu'on peut dire de tout cela. Ils ont aussi une petite station de radio. Vous pouvez contacter d'autres tribus, n'est-ce pas? Oui, c'est pour avoir la liaison entre les localités. Encore une chose importante, le filtrage d'eau. L'eau de la rivière est versée par là. Elle passe par un filtre et voilà, on a de l'eau fraîche. Je prends de l'eau dans un gobelet, mais je la bois comme on fait en Inde. Pour ne pas toucher le gobelet commun avec mes lèvres. L'électricité, l'Internet et l'alimentation d'eau, quelle tribu civilisée! Mais il y a encore une chose plus stupéfiante. Chez cette tribu de Waorani, vous pouvez sortir de la forêt et voir un avion. Et aussi des gens qui le contemplent et admirent. Le repère principal à Bameno est une piste d'atterrissage d'avion de 500 mètres de longueur. De temps en temps, un avion arrive pour amener des médecins, des scientifiques, des explorateurs et des visiteurs. Les Indiens prennent l'avion dans des cas très rares. Pour aller et revenir au village, ils choisissent la rivière comme nous. Les Indiens aiment se rassembler et admirer l'arrivée et le départ de l'avion. As-tu jamais pris l'avion? Une fois dans ma vie. Comment c'était? Super. Et toi? Une fois aussi, c'était terrible. On a failli tomber. C'est-à-dire, tu avais cette impression, c'est ça? L'avion avait tremblé? Oui, beaucoup. Il ne reste qu'une seule question. Comment une telle piste d'atterrissage a pu apparaître au milieu de la jungle sauvage? On va demander aux anciens. Dans les années 50, on abattait des arbres pour bâtir une piste d'atterrissage. On projetait d'y avoir un dépôt d'huile. Ils avaient le service de garde, mais nos parents ont reconquis ce territoire. Nous avons tué beaucoup de représentants de cette compagnie d'huile. Comparons les forces. Combien de personnes étaient de votre côté? Et combien de gens armés, des travailleurs et des draveurs représentaient la compagnie? Il y avait 10 Indiens et plus de 40 personnes, y compris 26 armés de leur côté. Comment 10 personnes avec des lances on peut vaincre 26 personnes armées? Nos pères ont dit que les lances sont plus fortes que les fusils. Ils savaient se déplacer sans faire de bruit et attaquer en silence. Les autres étaient terrifiés de leurs assauts inattendus. Ils fuyaient, trébuchaient, tombaient. C'était facile de les transpercer avec des lances. De notre côté, il y avait 2 hommes blessés. Quand dans un mois nos parents sont revenus ici, le dépôt a été déserté. Alors ils ont décidé de s'installer le long de cette piste d'atterrissage. Il paraît qu'il y a tout ce qu'il faut à Bameno. L'électricité, l'Internet et l'approvisionnement d'eau. Le gouvernement assure aux Indiens toutes les commodités de la civilisation pour qu'ils puissent développer le tourisme. C'est pratiquement l'unique moyen de gagner de l'argent dans cette région sauvage. Mais les indigènes peuvent se passer sans technologie ou le confort et vivre comme les